si vous avez attentivement regardé la miniature, il y a fort peu de BD. Il y a même 2 BD, parce qu'il y a 2 trucs je triche, vous verrez. On va donc commencer par les dites BD, comme ça on passe au manga après. Comme ça, si vous n'êtes intéressé que par les BD, eh bien vous pourrez aller vaquer à d'autres occupations après. Et pour ceux qui n'aiment que les mangas, vous inquiétez pas, ça arrivera vite. Comme vous le savez, autant les romans ça m'arrive de les attendre avec impatience, autant les BD mangas, un petit peu moins, soyons honnêtes. Surtout les BD, c'est ce que j'attends le moins en général. Sauf que là, celle-ci je l'attendais de pied ferme. Donc quand je l'ai vue en librairie, j'ai sauté dessus. Et oui, le tome 2D Le Licorne, la grande licorne rose invisible, aux éditions Dupuis par Ced, Walsh et Gorbeil. Gorbeil qu'on reverra dans cette vidéo par la suite. Vous verrez où ça. Le licorne, c'est de base l'histoire d'un monde merveilleux où il y a plein de licornes, des trolls et autres trucs. Et en fait, le règne fonctionne sous le principe du beau et du moche. C'est-à-dire que y a les beaux qui ont tous les privilèges et les moches qui font toutes les tâches ingrates. Voilà, et ça c'est le premier tome, on parle là-dessus, avec notamment une jeune fille, celle qu'on voit sur la couverture, qui va arriver dans ce monde et qui n'y connaît rien, et qui a l'impression de n'avoir rien à y faire, puisqu'elle a toujours vécu dans le nôtre. Elle a juste une particularité, elle a une corne sur la tête. Sinon c'est une nana, tout ce qui est plus normal. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est pas exclusivement du jeunesse, c'est clairement plein de blagues adultes, et j'aurais même plus tendance à dire que c'est pour des ados, voire des adultes, que pour des enfants. Alors pas qu'il y ait des trucs horribles, les enfants peuvent le lire, mais clairement ils saisiront pas tout. Mais moi j'adore cette série, c'est une merveille cette série, je l'adore. Je la conseille très très vivement si vous avez envie de vous marrer un coup, parce que les licornes pour se marrer c'est l'idéal. C'est l'idéal. J'ai dit qu'on allait revoir Gorbeil, donc autant le faire tout de suite. Le revoilà. Cette fois-ci c'est de Kali et Gorbeil, donc c'est la BD dont tu es le petit héros, Ligwili, le messager aventurier, aux éditions Macaca. Oui, écoutez. Bref, et donc, Ligwili, il faut que je vous parle de Ligwili. C'est un... je l'ai dit, hein, c'est une BD dont vous êtes le petit héros, puisque c'est censé être pour les 3 à 7 ans. Clairement, mon copain et moi, on s'est éclatés comme 2 enfants. Hein. Donc c'est super bien fait, super intelligent, avec des quêtes secondaires, une quête principale évidemment, des objets à retrouver dans les images, des petits onglets sur le côté. De toute façon, je vous l'ai montré hein, dans l'insert où je suis en train de vous le montrer. C'est extrêmement intelligent, très fun, assez long même pour des adultes si vous voulez tout faire. Bref, c'était vraiment top, c'était idéal, on a surkiffé avec mon copain. Et clairement, si vous aimez les jeux, si vous aimez jouer, on vous le conseille parce que c'est trop fun. Puis les dessins sont très très cute, c'est très très mignon toute cette histoire. Donc clairement, nous, on va se procurer les autres... Il y a au moins un autre bouquin, je sais, de la maison d'édition et de la tranche d'âge 3-7 ans. Oui, on aime le truc de 3-7 ans. C'est genre un truc avec des chats et des dragons. Genre Donjons et Dragons mais avec des chats, un truc du style. Et clairement, je l'achèterai un jour. Parce que Ligwili était trop fun et trop chouette. Donc ça, c'était la première BD qui n'en était pas vraiment une complètement... Enfin, pas une normale, quoi. Et voici la deuxième triche, puisque... C'est un roman graphique, c'est pas proprement parler une BD, mais c'est à une BD que ça s'apparente plus qu'à un manga, donc voilà. Heartstopper d'Alice Oseman aux éditions Hachette. Ai-je vraiment encore besoin de faire une présentation? On va suivre Nick et Charlie, mais plus Charlie dans le premier tome, j'ai l'impression, qui est en train de tomber amoureux de Nick, sauf que Nick, il a l'impression que c'est plus un hétéro, quoi. En tout cas, il a rien qui lui fasse penser qu'il soit homo, bref. Sauf que une belle histoire d'amour va naître, vous vous en doutez, et c'est vraiment le livre réaliste, mais en même temps tellement mignon, 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 mignon. Et là, ce tome 3 ne fait pas tâche. Et vous êtes en train de vous dire, attends, elle nous présente le tome 3 alors que l'intégralité du monde est en train de lire le tome 4 parce qu'il vient de sortir. Oui, mais je viens enfin de mettre la main sur le tome 3. Me déprimez pas, retirez pas ma joie. Je suis contente, j'ai eu le tome 3. Voilà, j'aurai le tome 4 3 ans après tout le monde, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ce tome 3 était très kiffant. Ils sont à Paris. Ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'ils font face à des problématiques différentes à chaque tome en fait. Donc oui, il y a toujours leur problématique de couple globale, enfin problématique, il y a leur couple plus globalement, voilà, mais il y a des problématiques autres à chaque fois, et franchement, très sympa, très sympa, très sympa. Hâte d'avoir la suite, même si je ne l'achèterai que quand je mettrai la main dessus, vous le savez. Et enfin, dernière bande dessinée que je vous présente, mais non des moindres, tant en taille que par importance dans mon cœur, Phobos. Alors là, c'est le tome 1 qui s'appelle L'envol des éphémères, donc de Victor Dixon évidemment, Eduardo Francisco, et j'ai pas le nom de la coloriste sur la couverture, aux éditions Glénat. Donc c'est l'histoire de Phobos. Pour ceux qui ne suivent que mes updates BD manga, je vous donne vite fait le pitch.
C'est l'histoire de 6 prétendantes et 6 prétendants qui vont partir coloniser Mars. Leur objectif, c'est d'avoir des speed dating dans l'espace, pour se rencontrer, quoi, d'avoir des speed dating dans l'espace, pour trouver leur futur mari et pour coloniser Mars et faire les premiers bébés martiens, tout simplement. Donc, on suit en gros la moitié du tome 1, parce que je crois que chaque tome va être... En tout cas, les 2 premiers tomes vont être découpés en 2, si je dis pas de bêtises. Et voilà, rien à vous dire de plus. C'est moins sympa que le roman, parce que clairement, ça va plus vite. Donc moi, qui ai lu le roman, je suis en mode... ils ont oublié des détails, et du coup, ça fait qu'on se pose des questions. Un peu comme quand un livre est adapté en film, vous voyez. C'est-à-dire que, y a pas le temps, on peut pas s'attarder sur tous les détails, on peut pas tout retransmettre. Donc, ça fait que, y a certaines explications qui manquent, et ceux qui lisent que la BD pourraient se poser des questions sur le pourquoi du comment, il se passe ci ou ça, ou pourquoi elle a réagi comme ça, c'est chelou, ce genre de choses. Si vous lisez le roman, vous n'aurez plus les problèmes. Mis à part ça, c'était très sympa. Est-ce que je me suis vraiment faite au dessin? Je suis pas sûre, je suis pas une énorme fan des dessins, faut être honnête. Mais ça reste Phobos en image, donc j'ai dit oui, et j'achèterai la suite. Parce que, quoique je ne sois pas une grande fan des dessins, je les déteste pas non plus, donc, étant donné que c'est une série que j'adore et que je chéris, je vais clairement m'acheter la suite au fur et à mesure. Puis voici les mangas, avec en premier lieu une fin de série. Bon, d'accord, c'est une fin de biologie, je me suis pas beaucoup foulée. Analog Drop. Oui, si je vous montre la 4ème, on va avancer. Analog Drop, disais-je, de Natsumi Aida aux éditions Akata, évidemment. Ma maison d'édition de manga préférée, si vous l'avez toujours pas compris. Ici, on va suivre la jeune, je n'ai pas son nom, Aku, qui, clairement, pas très sympa, c'est-à-dire qu'elle sort avec 3 mecs à la fois, juste parce que c'est des mecs blindés. Donc voilà, un peu michto sur les bords. Et jusqu'au jour où elle va être propulsée dans le passé, et si elle s'arrange pas pour que le gars ici présent sorte avec la meuf dont il est amoureux, eh bien elle va mourir, tout simplement. Soit elle y arrive et elle retourne dans son temps, soit elle meurt. Voilà. Bref, donc c'est une duologie, c'est très vite lu, c'est trop bien. Ça sort clairement des sentiers battus. Si le nom de l'autrice vous a dit quelque chose, je crois que c'est l'autrice de Nana, si je dis pas de bêtises. Ou en tout cas, si c'est... C'est Nana ou Switch Me On, je sais plus. Mais je l'écrirai en sous-titre, la moi du montage vous le dira. Élan de fraîcheur, duologie, très classe, très stylé, j'ai bien aimé la fin, c'était très 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 bien. J'ai bien aimé la fin. Bon. Bref, c'était chouette, c'était mignon, et en même temps il y a un peu un côté gangster, machin. Cette série est très cool. Si vous aviez peur de vous lancer dedans, c'est juste une duologie. C'était très chouette de A à Z. Moi je vous la conseille. Je sais que d'habitude je vous donne les notes que j'ai données, mais je me trouve pas parlante sur les mangas et les graphiques en général. Je trouve que c'est plus parlant quand je dis ça sur des romans, mais vraiment sur les graphiques, je suis moi-même pas convaincue par mes notations. Mais dis donc, mais que se passe-t-il? Mais voilà une autre suite de séries. Tada! Perfect World, le tome 12 de Rie Aluga aux éditions Akata. Quoi vous dire? Pitch que je fais pour la dernière fois, du coup, normalement. On va suivre une jeune femme qui, lorsqu'elle était au lycée, était amoureuse du beau basketteur sportif. Le temps va passer, et elle va le retrouver bien des années plus tard, en fauteuil roulant. Et elle va de nouveau avoir un crush pour lui, va s'intéresser à lui, va discuter avec, etc., etc., etc. C'est donc un shoujo, vous l'aurez compris. Que vous dire de cette série? Elle est belle, elle est touchante. Là en plus je l'ai dans l'édition collector, alors elle est pas incroyable à ce point-là, hein. Il y a juste des images couleurs au début et des bonus à la fin. Donc contrairement à d'autres éditions collector, elle est pas si ouf que ça. Mais j'ai beaucoup aimé ces interviews, notamment de francophones je crois, qui parlent de leur expérience et de leur lien avec cette série parce qu'eux-mêmes sont handicapés, parce qu'ils sont amis d'handicapés ou ce genre de choses. Et c'est très sympa. J'ai beaucoup aimé comment ça finit, l'évolution du couple, comment leur vie se fait. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé cette série que je vous recommande si la romance vous aimez ça, si vous êtes intéressé par le handicap, si vous n'avez pas peur des figures géométriques amoureuses, parce que il y en a, je sais pas, dans le tome 5 à 8, un truc du style. Après ça part, mais voilà, il y en a. Bref, c'est une série que j'aime beaucoup. J'ai appris des trucs grâce à cette série et ça c'est très cool. Et je peux que vous la conseiller. Pareil. C'est pas du tout le même genre qu'Analog Drop, mais je peux que vous la conseiller quand même. Bon, cette fois-ci, il faut arrêter de blaguer, c'est pas une suite de série. Hein. C'est un tome 3 de Corps solitaire de Haruno aux éditions Big Kana.
Ici, nous allons donc suivre une jeune femme et un jeune homme qui sont collègues de travail et qui vont se confier à l'autre un soir après un verre à un bar, je crois, un truc du style. Et ils vont se rendre compte qu'ils sont dans la même situation délicate dans leur couple, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de relation sexuelle avec leur amoureux / amoureuse. Ils aimeraient bien, mais leur conjointe ne veut pas envie, n'a jamais le temps, enfin bref, il y a toujours une excuse. Et du coup, on suit ces deux personnages dans comment est-ce que j'essaye de reconquérir mon conjoint, est-ce que c'est une cause perdue et tant pis, qu'est-ce que je fais parce que je l'aime quand même, et, enfin, etc., etc. Et je trouve ça très intéressant comme sujet, je crois. Enfin, c'est la première fois que je voyais le sujet, que ce soit en manga ou pas en graphique ou quoi, donc j'ai été ravie de le lire. Est-ce que je me rappelle vivement de ce tome? Non. Est-ce que je sais qu'il m'a plu? Oui. Est-ce que je lirai la suite? Oui. Est-ce que c'est toujours aussi sympa? Oui, parce que ça avance et qu'il se passe des trucs. J'avais un peu peur qu'il se passe pas grand chose. Mais je peux pas vous dire grand chose d'extraordinaire non plus, puisque j'en ai pas des souvenirs de dingue. Donc c'est pas la meilleure série de tous les temps. Mais ça reste un sujet jamais évoqué, donc moi ça continue de m'intéresser. Et on rentre malheureusement dans ce qui pêche avec moi, les débuts de série. Suite des séries, j'en fais plein. Fin de série, j'en fais peu. Par contre, des débuts de série, il y en a beaucoup trop. Donc là, je vais vous présenter d'un coup les tomes 1, 2 et 3 de Mashle que vous avez vu partout en service presse sur Bookstagram et Booktube, je pense, pour tous ceux qui lisent des mangas. Donc, c'est de Hajime Komoto. C'est un shonen des éditions Kaze. Mashle, qu'est-ce que vous dire sur Mashle? Vous imaginez un croisement entre One Punch Man, que j'ai jamais lu, et Harry Potter, et clairement vous avez Mashle. L'histoire de Mashle, c'est que nous avons un jeune homme, dont j'ai comme d'habitude pas de prénom, qui est hyper musclé et vit avec son père reclus dans la forêt. Et on s'est jamais vraiment demandé pourquoi, mais bon, on s'en fout un peu. Et on va découvrir qu'en fait, s'il est reclus dans la forêt, c'est parce qu'il n'est pas marqué, et donc c'est littéralement une marque sur le visage que tout le monde a, et en gros, ça montre que tu es un magicien. Et en fait, tout le monde est magicien dans ce monde-là, c'est la normalité, sauf que lui ne l'est pas. Et normalement, quand vous n'êtes... Je sais plus si vous êtes tué carrément, ou si c'est un truc genre vous devenez un esclave, un moins que rien ou quoi, je sais plus. Mais bref, en gros, vaut mieux pas découvrir que tu n'as pas de pouvoir. Et du coup, pour équilibrer, son père, lui a appris la muscu, voilà. Et du coup, il est archi fort, littéralement parlant. Mais du coup, il n'a pas une once de magie en lui. Et un jour, je vous passe les détails pour que vous puissiez le découvrir par vous-même si ça vous intéresse. En gros, on va lui dire « D'accord, j'arrête de te chercher des noises si t'arrives à rentrer dans l'école de magie et être le meilleur élève de l'école de magie. » Et lui, étant donné que c'est... Il est malin, mais en même temps, bon, c'est pas sa plus grande qualité, quoi. Il dit « Bah ouais, je vais le faire et je vais y arriver. » Et du coup, on le suit dans cette école de magie où... c'est drôle, en fait, c'est clairement pas du premier degré, c'est très drôle parce qu'en fait, il arrive toujours à s'en sortir par la force, alors que toi, quand tu vois le pitch, t'es en mode mais comment il peut s'en sortir juste avec la force et sans magie? Mais parce que c'est absurde, c'est absurde. Il va traverser des murs juste comme ça, parce que c'est un bourrin, il va rentrer dans le mur, il va casser le mur et il va traverser. Vous voyez, c'est l'idée du personnage. Au début, j'étais clairement, j'avais pas envie. Je l'ai vu partout sur Booktube, j'ai vu le pitch, j'étais en mode non, j'ai pas envie. Mais j'ai eu un extrait dans un autre manga que j'ai acheté, je sais plus lequel honnêtement. Peut-être bien The Promised Neverland, on y reviendra. Et je l'ai lu et j'ai adoré et je me suis empressée d'acheter la trilogie parce que c'était vraiment très chouette. Le tome 4, je sais plus s'il sort bientôt, là où j'en suis, genre au mois d'août, ou pas, mais il y a une histoire de tome 4 qui sortirait bientôt ou s'il est déjà sorti, enfin bref. Je la continuerai cette série, elle m'a bien fait marrer, bien kiffé, mais si vous êtes trop premier degré, c'est pas pour vous. Par contre, si vous aimez le second degré, la blagounette, les trucs impossibles mais on s'en fout, c'est drôle, j'avoue c'est drôle. Et encore un début de série! Ça fait une éternité que je vois cette série-là en bibliothèque et en librairie. Enfin non, pas en bibliothèque, mais dans les bibliothèques de la librairie, vous avez compris. Et à chaque fois il me tente et à chaque fois je trouve les dessins très jolis et je suis en mode ouais, je me le procurerais bien, en même temps un autre début de série, c'est pas bien, blablabla, vous avez dit. Mais j'ai craqué pour Made in Abyss de Akihito Tsukushi aux éditions Ototo. Alors déjà, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un grand format entre guillemets. C'est un grand format entre guillemets dans les mangas. Regardez, par rapport à Mashle. Voilà, il est plus grand. De quoi ça parle Made in Abyss? De quoi ça parle Made in Abyss? En gros, on va suivre cette jeune femme, là, au premier plan,
qui vivent dans ce monde de fantasy où en gros ils explorent une immense faille, enfin l'abysse quoi. Et c'est des explorateurs de la faille, on va dire ça comme ça. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est être aussi forte que sa mère, qui était l'une des plus grandes exploratrices, mais qui est malheureusement décédée parce que, en gros, on a des symptômes quand on arrive. Plus on est profond, plus on a des symptômes. Vous voyez, comme quand on plonge dans la mer au final. Et en gros, sa mère a atteint le palier de devient complètement cinglée. Voilà, hein. Youpi. Et donc, ce qu'elle veut, c'est retrouver sa mère qui, selon elle, est potentiellement encore en vie à je ne sais quel sous-étage. Bref, jusqu'au jour où elle va rencontrer ce jeune homme qui est un robot. Ça a l'air d'être un robot, mais personne n'est vraiment sûr si c'est complètement un robot ou genre une sorte de cyborg. Et tous les deux, ils vont se mettre en tête d'aller retrouver sa maman. Et là, je vous ai fait le pitch et en même temps, je vous ai dit quasiment tout ce qui se passe dans le tome 1 parce que ça reste une sorte d'énorme prologue quand même, ce roman, oui bien sûr, ce manga, qui m'a bien plu, dont j'achèterai la suite. Mais en même temps, j'aime bien les dessins et en même temps, ce côté presque pas de blanc, que du gris plus ou moins foncé. Ça change de l'habitude, mais moi ça me pas dans le bon sens. C'est sympa au début, puis au bout d'un moment, je trouve que ça tape un peu la tête. Bon, j'espère que le cadre a pas trop changé, mais j'ai eu une petite interruption, réparation d'ordinateur, je vous passe les détails, on s'en fiche. Je crois que j'étais en train de vous dire que ça ressemble fortement à un prologue, mais moi ça ne me gêne pas, puisqu'en fait les quatrièmes de couverture des mangas, je les lis extrêmement peu. Soit je connais les résumés par le biais d'autres gens, notamment de booktubeurs, soit je lis les premières lignes et je lis les premières pages, mais rarement toute la quatrième. Donc oui, c'est un gros prologue, mais je savais pas tout ce que je vous ai raconté quand je l'ai commencé. Je savais juste littéralement rien d'autre que ce que présageait la couverture. Donc c'était sympa de se plonger dedans. Maintenant, la suite... Enfin, c'est pas que j'attends la suite avec impatience, elle est déjà sortie, mais j'ai encore plus envie de lire la suite maintenant que je sais qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet dès le prochain tome. Enfin, j'espère. Et dites, vous trouvez pas que ça fait longtemps que je vous ai pas présenté un début de série? Ah si, moi aussi. Tada. Voici Nos Tons Contraires. Voilà, 4 tomes. De Jin Toriko et Senta Nakazawa aux éditions Akata. Encore, c'est la première fois, il me semble, que je lis de la SF adulte en manga. Pourquoi c'est adulte? Parce que clairement, d'un point de vue compréhension, j'ai dû m'accrocher mes chaussettes. Pourquoi c'est de la SF? Eh bien parce que nous sommes dans un monde futuriste où nous suivons, j'ai encore pas son prénom, Arata. On suit Arata qui est un néoten, tout comme ses 3 potes, une fille et 2 garçons. Et qu'est-ce qu'un néoten? Eh bien ce sont des gens qui vivent beaucoup plus longtemps que la normale. Je sais pas si on le sait combien de temps exactement, mais vraiment très très longtemps. Je crois pas qu'ils soient éternels, mais ils vivent très très longtemps. Mais le reste du monde, le reste de la population vit toujours autant de temps qu'avant, peut-être un peu plus. Voilà. Et on suit donc en parallèle ces 4 personnages dans leur vie ensemble et surtout dans ce monde futuriste où tout change, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas communiquer avec les gens si vous n'avez pas un contrat avec. Donc en fonction du degré du contrat, vous avez le droit de parler de plus ou moins de choses. Est-ce que c'est un contrat de type collègue? Est-ce que c'est un contrat de type pote? Est-ce que c'est un contrat de type conjoint? Etc. etc. Et puis conjoint ça peut être plus ou moins profond, etc. etc. Bref, c'est très détaillé, c'est très complet, c'est très riche comme univers. Je vous conseille seulement si, comme je disais tout à l'heure, vous êtes bien accroché à vos baskets, parce que d'un point de vue scientifique, explication scientifique et tout, ça en voit quand même pas mal. On vous prend pas par la main au début, on vous explique pas forcément comment ça démarre, qui, et ça veut dire quoi ce terme-là, etc. etc. Mais c'est sympa. Ça avance vite, il y a vraiment des troubles psychologiques presque, j'ai envie de dire, qui s'installent dans ce premier tome et qui se développent par la suite, qui sont très intéressants, avec des personnalités très diverses, des fonctionnements très différents des gens, je veux dire par là. Il y a aussi une autre espèce qui est un peu l'inverse des néothènes, ce sont je sais plus comment, des Daphné, je crois que ça s'appelle, truc du style, qu'on découvre dans le premier tome, qui ne vivent que jusqu'à leurs 16 ans, je crois que le record il est jusqu'à 16 ans, truc du style. Et bref, ça va être très important dans l'histoire. C'est tout ce que j'ai envie de dire. On avance bien pour l'instant. Enfin, j'ai trouvé qu'au début on avançait bien, et puis après un petit peu moins. Mais il y a des problématiques très intéressantes, très importantes, un peu glauques sur les côtés aussi, c'est pour ça que c'est de l'adulte. Donc voilà, il faut être prêt à lire un peu de tout quand vous vous lancez dans Nos Tons Contraires. Mais j'aime beaucoup
L'univers, je trouve ça très atypique et j'ai rarement lu des trucs du genre, donc je continue, c'est sûr. Et sinon, petit point dessin, je suis pas une grande fan des dessins, mais ça peut aller. Suite de série qui fait que je suis à jour. Les Carnets de l'apothicaire, le tome 4 de Itsuki Nanao et Neko Kurage aux éditions Kiun. Bon, au niveau du pitch, petit rappel, c'est une jeune femme qui vivait au quartier des plaisirs, qui va être... je sais plus d'ailleurs comment elle finit. Bah, je crois qu'elle va être kidnappée plus ou moins et vendue dans l'entourage de l'empereur et surtout l'entourage des femmes de l'empereur. Bref, j'ai plus les tenants et les aboutissants de comment et comment ça s'appelle en fait surtout, mais bref, elle finit là-bas et en fait ils vont découvrir qu'elle est apothicaire et pas juste une fille lambda servante et tout ce que vous voulez, et du coup eh bien elle va faire son rôle d'apothicaire. Elle est un peu space Mao Mao parce qu'elle aime les poisons, elle adore boire et manger des poisons, voilà hein. Bref, j'adore cette petite Mao Mao, j'adore cette histoire. C'est très curieux parce qu'en fait c'est juste historique au final, il n'y a pas de magie, il n'y a rien de SFFF. Et d'habitude j'aime pas le juste historique, mais là je suis captivée à chaque fois. Parce qu'il y a un côté très mystérieux à chaque fois de mais qu'est-ce qui se passe, mais il paraît, il y a telle légende où il y a machin qui a cherché à empoisonner Bidule, il l'a empoisonné avec ça, donc qui est le coupable, que peut-on déduire de ça, enfin bref. Il y a un petit côté presque cosy mystery en un sens. Si vous aimez l'historique, si vous aimez les petits mystères et tout, si vous aimez les beaux dessins aussi, les Carnets de l'apothicaire c'est très très chouette. Et c'est un peu tout ce que j'avais envie de dire sur les Carnets de l'apothicaire, mais je pense que vous l'avez vu un peu partout, cette série de mangas. Donc est-ce que vous avez vraiment besoin que j'appuie? Je sais pas. Mais en tout cas, sachez que moi aussi je l'adore. Et enfin, on revient. On a commencé par des suites de séries en manga, et surtout des fins de séries. On va finir avec des fins de séries et suites de séries. J'ai enfin lu là. Ah, c'était terrible. Alors, je vous spoil pas l'histoire, hein. C'était terrible pour moi de finir cette série parce que je l'aime tellement et je la suis depuis si longtemps. Je pense que je la suis depuis le tome 3, si je dis pas de bêtises. 3 ou 4. Parce que Bulldog arrêtait pas d'en parler et j'ai fini par craquer. Donc les tomes 19 et 20 de The Promised Neverland de Posuka Demisu et Kayu Shirai. Vous voyez, quand j'en viens à dire par cœur tout, ça fait longtemps que je la présente. Aux éditions Kazé. Aux éditions Kazé. Bref. Pour la énième fois, j'aime pas faire le pitch de cette histoire parce que je trouve que ça en dirait trop. Donc sachez juste que ce sont des enfants qui vivent très heureux dans leur petit orphelinat jusqu'à ce que 2 d'entre eux découvrent un immonde secret et qu'ils ne sont pas tant en sécurité qu'ils le pensaient. Voilà. Donc c'est un pitch très naze, mais faites-moi confiance, c'est incroyable. Et si vous avez peur d'acheter les mangas, regardez l'animé. Mais s'il vous plaît, faites quelque chose avec The Promised Neverland. Donc, bref, revenons à nos moutons. Série terminée, j'ai pas pleuré. Mais il me semble qu'à la fin j'étais quand même très très émotive et ça a fait un coup de finir cette série. Et pourtant elle ne fait que, entre énormes guillemets, 20 tomes. Il y a Fairy Tail à ma gauche là qui en fait 63. Mais bon, Fairy Tail à mes yeux c'est toujours pas fini parce qu'il y a 100 East Quest. Bon. Mais bref, maintenant The Promised Neverland, c'est terminé. Je suis triste. Et clairement, un jour, quand j'aurai envie, quand j'aurai la foi, je me referai cette série en entier parce que c'est une merveille et que je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Voilà, sachez-le. Ça clôture la série en beauté, ça m'a plu, c'était trop bien, et un jour je les lirai tous d'un coup, comme je le disais, même si je sais que j'ai aussi dit ça, alors je l'ai peut-être pas dit en vidéo, mais je l'ai dit pour Fairy Tail, et je ne l'ai toujours pas fait des années et des années et des années après. Mais un jour je les lirai, parce que c'est vraiment trop bien. Trop bien. Trop bien. Et c'est sur ce manque d'éloquence flagrant que je vais vous laisser, puisque j'ai fini de vous présenter mes 1001 BD et mangas. J'ai pas l'impression au final que ce soit si long. Vous verriez dans mon caddie, j'allais dire, non, dans ma desserte, la quantité de mangas était énorme, mais j'avais pas mal de séries et de plusieurs tomes d'une même série, du coup ça allait. Mais bref, énorme succès, il n'y a rien qui m'a vraiment déçu ou que j'ai moins bien aimé. Il n'y a aucune série que j'ai envie d'arrêter. Bref, que du très très bon là. Que du très bon, que je vous conseille. Si je dois vous conseiller qu'un truc, bon alors si vous aimez jouer évidemment les Willy quoi. Si vous n'aimez pas jouer, en BD les lolicornes. Parce que choisir pour Phobos entre BD et roman, je préfère largement le roman. Voilà. Et en manga, les Carnets de l'apothicaire si vous n'êtes pas SFFF et évidemment The Promised Neverland si vous êtes SFFF. Sinon voilà, le reste était très bon, voire excellent pour certains. Mais c'est mes deux préférés en SF, enfin en non SFFF et en SFFF. Sur ce,
je vous laisse à vos occupations diverses et variées. Faites-vous plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Ciao!